le néant. Comme nul ne saurait l'ignorer, c'est une hypernégation ontologique, un interstice herméneutique dialectique, où l'absence absolue se déploie comme une potentialité abyssale, subvertissant les paradigmes traditionnels de l'être en dissolvant les déterminations intrinsèques dans une structure postmoderne déchiffrable. Bon. J'ai essayé de faire simple. Je ne nourris aucun doute quant à l'étendue de votre compréhension. Cependant, permettez-moi d'être plus explicite. Regardez. Voyez ce qui se présente entre mes mains. Rien. Absolument rien, tout comme les fondements de ces accusations qui portent notre présence ici. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, là où l'émotion a pris le pas sur la raison, où l'indignation a écrasé le droit, il fallait des têtes à offrir à la colère publique. Et ces têtes, ce sont celles de ces policiers qui, ce soir-là, n'ont pourtant fait que leur travail avec les moyens et les consignes qu'on leur a données. Toute cette mascarade ne relève que d'une construction artificielle, un château de cartes prêt à s'effondrer à la moindre analyse juridique rationnelle. Nous sommes ici face à une tentative maladroite de transformer une potentielle faute disciplinaire en une affaire d'État. Malgré l'absence de fondement, nous ayant réuni, des faits demeurent et doivent être définis. Alors, lors d'une soirée festive du réveillon de Noël, marquée par une recrudescence des interventions pour diverses publics et d'une surcharge des forces de l'ordre, Madame Klaus a manifestement oublié que l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Elle est retrouvée par des fonctionnaires de police en état d'ébriété manifeste après avoir bu un nombre non quantifiable de verres d'alcool. Force de l'ordre, par conscience de l'importance accordée à la sauvegarde de l'ordre public et la protection de cette femme, l'ont accueillie en cellule de dégrisement, en lui fournissant dès son réveil un kit hygiénique, car cette femme présentait effectivement des taches sur sa culotte. Madame Klaus, après sa libération et la dissipation des effets de l'alcool, a commencé à suspecter avoir été victime d'une agression sexuelle par soumission chimique, sans toutefois en avoir des souvenirs clairs. 2 jours plus tard, elle s'est rendue au commissariat où on lui a conseillé de réaliser des examens médicaux permettant de faciliter toute enquête. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, mes clients fonctionnaires de police sont accusés de non-assistance à personne en danger, comme énoncé à l'article 223-6 du Code pénal qui dispose que sera puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende quiconque s'abstient délibérément de porter assistance à une personne en péril. Cependant, pour qualifier cette infraction, plusieurs éléments matériels doivent être constatés. Premièrement, le péril. L'arrêt de la chambre criminelle du 4 novembre 1999 exige un péril imminent impliquant un risque immédiat de mort ou de blessure grave en l'absence d'intervention. Une menace dès lors actuelle et visible. Or, dans ce cas, le seul péril imminent est l'agression sexuelle supposée. Cependant, elle s'est produite antérieurement à l'intervention des policiers. Absolument aucune preuve ne démontre qu'ils étaient témoins directs d'un danger immédiat que subissait cette femme et qu'ils pouvaient éviter. De plus, bien que désorientée, Madame Klaus ne présentait pas de signes évidents de mise en danger immédiat pour sa vie, telle qu'une perte de conscience prolongée, une détresse respiratoire, des blessures graves, une incapacité totale à communiquer. Dès lors, où est le danger immédiat, concret, perceptible? Je vais vous faucher les mots de la bouche. Il n'y a aucun péril imminent. Deuxièmement, que signifie réellement porter assistance? Ne serait-ce pas mettre à l'abri, protéger nos concitoyens de tout mal pouvant leur être causé? C'est bien le cas ici. Une personne ivre en état de confusion dans la rue représente un danger pour elle-même. Des chutes, accidents, agressions potentielles
peuvent très bien arriver. Son placement en cellule de dégrisement, conformément à l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique, était une mesure de protection. Ces agents ont adopté les dispositions adéquates pour assurer la sécurité de cette femme. Ils ont exécuté leur mission avec diligence, en veillant à la protéger et à lui fournir une assistance tout en préservant sa dignité. Par ailleurs, ils lui ont procuré des protections hygiéniques, contribuant ainsi à son bien-être face à un péril inconnu. Mais alors, ont-ils délibérément eu la volonté de ne pas porter assistance à cette femme? Car l'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Ces hommes et femmes de la police savent à quel point l'alcool fait des ravages. Surtout quand un fêtard peut leur dire « Je vais bien, j'ai même pas bu une goutte » avant de le voir discuter avec Robert, son nouvel ami le lampadaire. Au doux breuvage conduisant à toutes sortes d'attitudes, de comportements, de situations. Ainsi, le fait pour cette femme de se retrouver dans cet état n'a pas choqué ou alarmé les autorités. Le sang sur son vêtement pourrait s'apparenter à des menstruations. À moins que je me trompe. Et c'est pour cela qu'aucune enquête n'a été menée. Sommes-nous réellement en train de transformer une potentielle erreur de discernement en une volonté délictuelle du fait d'une mauvaise interprétation d'une situation beaucoup trop floue? Mais c'est tout bonnement absurde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Frédéric, Fred pour les intimes, a une belle famille, une femme aimante, des enfants qui illuminent son quotidien. Fred est policier. Chaque matin, il enfile son uniforme et part travailler. Fred voit ce que personne ne voudrait voir, il est submergé d'interventions, il encaisse la charge, parfois même les coups, il serre les dents, garde son calme, parce que c'est son métier. Fred est sous-payé. Il voit les factures s'accumuler pendant qu'on lui en demande toujours plus. Il subit une pression monstrueuse. Aujourd'hui, on exige de lui d'être devin, prévoir un danger invisible. Demain, il lui sera exigé qu'il soit tireur d'élite, alors qu'il est sous-formé dans l'utilisation d'une arme à feu. On lui demande d'être psychologue, enquêteur, médecin, protecteur, voyant, scientifique, mage, sorcier. Mais avec quel temps, avec quelle sensibilisation, avec quelle formation? Alors Fred n'en peut plus, il ne dort plus, ne supporte plus, il est seul avec ses tourments, seul avec un poids que personne ne veut voir. Alors un soir, dans un silence pesant, Fred prend son arme de service. Au fond, Fred, ne représenterait-il pas tristement ces policiers et la réalité de cette fonction? On voudrait faire d'eux des coupables, encore des coupables, toujours eux les coupables. On voudrait voir en eux des individus insensibles, aveugles à la vue d'une femme en détresse, fautifs par négligence, coupables par indifférence. Mais permettez-moi de vous poser une question. Sont-ils réellement fautifs ou victimes d'un système défaillant? Si vous les condamnez aujourd'hui, vous désignez des boucs émissaires d'un problème structurel. La vraie responsabilité, la vraie intention délictuelle, ne vient pas de ces officiers, non, mais bien de l'État, de l'administration, qui ne leur a pas donné les moyens, la sensibilisation, le temps pour agir autrement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, restez avec moi. Avec le respect du droit, avec le respect de la loi pénale. Ne tombez pas dans l'émotion que cette situation peut susciter. Le délit de non-assistance à personne en danger ne peut être qualifié de par l'absence du caractère matériel et intentionnel de l'infraction.
Les seuls faits qui peuvent être apportés sont de l'ordre du manquement disciplinaire, soumis à un conseil de discipline. Voilà toute la compétence de l'IGPN. Par conséquent, que faisons-nous dans un tribunal correctionnel? L'article 381 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel connaît des délits. Quelle est notre venue ici si ce n'est pas pour juger de cette catégorie d'infractions? De ce fait, je vous demande de relaxer ces fonctionnaires, car bien que l'homme est un être émotionnel, la loi, elle est rationnelle. Qu'un péril imminent ne peut être prouvé, aucune volonté manifeste de ne pas vouloir lui porter assistance ne peut être invoquée. Soyons clairs, si l'on veut juger une politique, on juge ce qui la dicte. Si on veut réformer des pratiques, qu'on la fasse par la sensibilisation, par la formation, par des décisions structurelles. Mais qu'on ne vienne pas faire peser sur quelques fonctionnaires la responsabilité d'un système entier. Lorsqu'il vous est montré la lune, ne regardez pas le doigt qui vous la pointe. Car la seule vérité qui doit s'imposer aujourd'hui est celle-ci. Le véritable procès de cette affaire n'a pas encore lieu.